Moi, je vais essayer de reprendre l'histoire finalement quelques années en arrière, en septembre 2002. Septembre 2002, le Brésil qui dépose une plainte auprès d'organes de règlement différents à l'Organisation mondiale du commerce. C'est à la même époque que l'association cotonnière africaine naît. Et donc, à l'époque, en fait, le Brésil dépose une plainte à l'Organisation mondiale du commerce contre les subventions américaines au coton. Alors, pour rappel, le problème semblait simple, ou en tout cas, il était des plus simples. Les cours mondiaux sont à l'époque au plus bas. On a les cours mondiaux en termes réels qui sont au plus bas depuis 1793, en prix constant. Je viens de 1793, l'année où on a élaboré les premières siphonneuses. Les États-Unis sont devenus le principal acteur sur le marché du commerce du coton au niveau international, avec 40% des exportations mondiales en 2003, contre 17% des exportations mondiales seulement 5 années plus tôt, en 98. Mais ce succès finalement des exportations américaines semble davantage en fait basé sur un système très généreux de subventions accordé à quelques 25 000 producteurs américains qui touchent à un peu plus de 3 milliards par an de subventions qu'à leur propre compétitivité ou à leur propre capacité à être compétitifs. Alors selon la thèse du Brésil, qui attaque devant l'Organisation mondiale du commerce, ces subventions conduisent finalement à une baisse des prix mondiaux en déconnectant, en isolant complètement en fait les producteurs américains des signaux du marché. Et donc les producteurs américains produisent et quel que soit leur coût de production, de toute façon ils seront remboursés ou ces coûts de production seront inférieurs aux subventions qu'ils recevront. Donc dans tous les cas, ils sont gagnants. En Afrique de l'Ouest, notamment pour ce qui nous concerne, la question du marché international du coton et de l'impact des subventions américaines va progressivement prendre toute sa place sur l'agenda politique régional notamment, suite aux interpellations des organisations de producteurs dans un premier temps, des industriels aussi, et un peu plus tard des organisations de la société civile. On s'est tenté de dire, et pour cause, le coton ouest-africain fait face à des défis majeurs. Au niveau national, il est coincé entre la privatisation des sociétés cotonnières d'un côté et un manque d'investissement chronique des dernières décennies. Et dans ce contexte très difficile, coincé entre le marteau et l'enclume, il est directement affecté finalement par cette forte volatilité des prix et une volatilité des prix qui est due à la concurrence et aux pratiques déloyales des États-Unis. Et on se retrouve dans un schéma en 2001-2002 où finalement les producteurs les plus compétitifs, parmi les plus compétitifs au monde, à l'époque les producteurs ouest-africains, et qui sont aussi les producteurs les moins subventionnés, sont tout simplement exclus du marché mondial et ne peuvent même plus, avec les prix du marché mondial, couvrir leurs frais, leurs coûts de production. Finalement, on a exactement l'inverse de ce qu'on nous a dit pendant des années. Libéraliser, ouvrir vos frontières, essayer de travailler sans subvention et vous allez être compétitif et pouvoir vivre de votre travail. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a réduit les subventions, on a essayé d'être compétitif et on ne peut plus vivre de son travail. Et donc la question finalement du coton révèle finalement l'inéquité du commerce mondial et devient une illustration parfaite de ce qui est en jeu aussi au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Le système commercial multilatéral tel qu'on nous le propose à l'époque, en 2002-2003, devait permettre de remettre à plat des règles et des pratiques commerciales qui étaient biaisées et qui étaient notamment biaisées en faveur des pays les plus riches, entravant notamment le développement des pays du Sud. En tout cas, c'est tout l'objet du cycle de Doha tel qu'il est proposé, ou du moins, j'allais dire, c'est tout l'objet du cycle de Doha tel qu'on l'a vendu. C'est sur cette base que le nouveau cycle de Doha qui a été lancé en 2001, cycle pour le développement, a été vendu aux pays du Sud, à Doha justement, au Qatar. Un certain nombre de pays du Sud étaient effectivement réticents,
à l'idée de lancer de nouvelles négociations sur de nouveaux enjeux commerciaux, sur une plus grande libéralisation, sur de nouveaux efforts en termes d'ouverture des marchés, au moment même où les engagements qui avaient été pris précédemment, notamment à Marrakech, n'avaient toujours pas été mis en œuvre et donc créaient toujours un impact négatif pour de nombreux pays du Sud. Ils se sont toutefois laissés convaincre, ces pays, pour la plupart, par la promesse de ce que l'on appelait un cycle de développement. Et le cycle de Doha en 2001, c'était une ouverture du commerce mondial pour atteindre des objectifs de développement et pour favoriser le développement. Alors, contrairement au Brésil, donc, qui, comme je le disais tout à l'heure, a saisi les organes de règlement de l'Organisation mondiale du commerce pour attaquer finalement un système inéquitable, les pays d'Afrique de l'Ouest, eux, et notamment ce qu'on a appelé le C4, le Bénin, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, auquel rapidement le Sénégal s'est associé, ont décidé de défendre cette cause ou plutôt de s'attaquer aux subventions américaines au coton, non pas à travers un différend juridique, mais à travers des négociations. Et donc, une initiative spécifique sur le coton, visant à supprimer des subventions ayant un impact sur le commerce, a été lancée. Et donc, les pays de la sous-région ont essayé de rentrer dans des négociations bilatérales, multilatérales, pour essayer de changer les règles de fonctionnement. Bon, plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. D'abord parce que faire une procédure légale à l'OMC, c'est-à-dire saisir l'organe de règlement des différends pour qu'il donne un statut juridique ou qui donne une décision juridique, ça demande beaucoup de moyens financiers, de moyens humains, qui à l'époque n'étaient pas à la portée des pays émergents, qui venaient juste d'intégrer l'Organisation mondiale du commerce et commençaient à peine à comprendre les rouages. Ça, c'était un élément. D'ailleurs, il faut noter qu'à ce jour, aucun pays parmi les pays les moins avancés n'a jamais saisi l'organe de règlement des différends ou porté plainte auprès de l'organe de règlement des différends à l'OMC. Donc on voit bien que le système, quelque part, il pose un peu de problème à ce niveau-là pour un certain nombre de pays, notamment les pays de la sous-région. Par ailleurs, dans le cas présent, s'attaquer aux subventions américaines au coton devant un organe juridique, ça voulait dire attaquer les États-Unis et avoir une attaque frontale finalement avec un partenaire commercial, mais aussi un partenaire en termes d'aide publique au développement. Et l'opportunité politique, voire même économique, était peut-être jugée trop importante. Finalement, un certain nombre de pays africains ont justifié que la complémentarité entre les initiatives africaines, mais aussi l'initiative brésilienne, qui avait été de faire une attaque juridique, pourrait renforcer les demandes respectives et permettrait certainement de garder le sujet sur l'agenda politique, mais aussi sur l'agenda médiatique, afin d'obtenir une élimination des subventions. 2002, une attaque. 2003, les pays africains se battent pour avoir une négociation sur ces questions-là. Cette négociation est portée à Cancun. La question le dossier coton tel qu'il est à Cancun participe, ou en tout cas cristallise les positions des pays du Sud contre les pays du Nord et participe à l'échec de la réunion de Cancun. Et ensuite, les discussions vont continuer. Et notamment, l'organe de règlement des différends que le Brésil a saisi va, durant l'année 2005, être en pleine année de discussion, de négociation. En mars 2005, les membres de l'OMC, finalement, donc après 3 années, de 2002 à 2005, les membres de l'OMC adoptent un rapport qui donne raison au Brésil et qui donne tort aux États-Unis dans l'utilisation des subventions aux cotoculteurs dans la proportion dans laquelle ils les avaient utilisées et avec le type d'outils qu'ils avaient utilisé. Les subventions américaines sont illégales, elles causent un préjudice certain au Brésil, et donc par extension, la décision juridique de l'OMC stipule aussi qu'elle pose un certain nombre de problèmes ou de préjudices aux autres pays producteurs de coton, et donc on estime que les autres pays producteurs vont pouvoir en bénéficier. À la fin de cette année-là, en 2006, ou plutôt fin 2005, début 2006, la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce organisée à Hong Kong confirme que le cycle de Doha, donc ce fameux cycle de développement dont on parle depuis 2001, doit traiter la question du coton,
de manière ambitieuse, rapide et spécifique. Ce sont trois mots très clairs. On verra à la fin, ou plutôt on peut le dire aujourd'hui, 6 ans plus tard, alors que le 10e anniversaire du cycle de Doha se profile à la fin de l'année, le problème des subventions au coton reste entier, il reste totalement entier. Le cycle de Doha, comme vous le savez certainement, est aujourd'hui moribond. Les négociations à l'OMC avancent très peu. Le cycle n'a toujours pas été finalisé. Les appels des dirigeants du G20 à conclure des négociations, finalement, n'engagent que ceux qui y croient aujourd'hui. Ces mêmes pays ne semblent pas non plus en mesure de faire des compromis importants et des concessions nécessaires pour pouvoir boucler justement un accord si vraiment ils souhaiteraient le faire. Finalement, la plupart des pays émergents, ou la plupart des pays en développement, plutôt qu'ils soient émergents ou qu'ils ne le soient pas, souhaitent en finir avec et conclure ce cycle davantage pour des raisons systémiques pour sauvegarder le système que pour la valeur économique des propositions qui sont sur la table. On est vraiment arrivé à une sorte de bon, il faut qu'on en termine, il faut qu'on tourne la page. Mais on n'est toujours pas convaincu de ce qu'il y a sur la table, on n'est toujours pas convaincu que si on tourne la page, finalement, ça va nous permettre de mieux vivre et de justement amorcer un agenda de développement. La peur de l'inconnu, peut-être, la peur du changement, peut-être aussi. Alors, en ce début d'année 2011, on a observé une reprise un peu timide des négociations à Genève. Là, je reviendrai certainement là-dessus. Mais le coton reste essentiellement absent des discussions, et notamment des discussions techniques en cours à Genève. Bien évidemment, si un cycle de négociations devait se conclure à l'OMC, il ne pourrait pas se conclure, ou en tout cas il serait évalué sur sa capacité à répondre et à montrer de manière concrète les résultats qu'ont pu obtenir les pays sur l'annulation, la réduction substantielle des subventions américaines au coton dans le système commercial international. Ce que l'on peut dire finalement, c'est que après de nombreuses années, la voie des négociations telle qu'elle avait été choisie par les pays africains n'a pas vraiment jusqu'ici abouti, elle n'a pas du tout mené aux résultats espérés en termes de changement d'attitude, en termes de changement de pratique. Même les engagements pris à Hong Kong n'ont pas porté leurs fruits. Ainsi, 5 ans après la décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC de condamner les subventions américaines au coton, ces programmes aux États-Unis sont toujours en place. Les États-Unis ont utilisé toutes les options juridiques à leur disposition pour retarder la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à l'OMC. Ceci leur a d'ailleurs permis de reconduire les programmes de subvention condamnés une fois, malgré les décisions qui ont été prises à l'OMC. Et aujourd'hui, ces programmes de subvention aux États-Unis sont toujours en place, même si certains, notamment leurs caractéristiques contracycliques, n'ont pas pu être actionnés à certains moments. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, en plus de maintenir leur système de subvention, aujourd'hui, les États-Unis contribuent, ou en tout cas soutiennent, l'industrie cotonnière brésilienne. Et en plus des 2,2 milliards que l'industrie cotonnière américaine donnait à ses producteurs en 2009, le contribuable américain subventionne aussi les producteurs brésiliens à hauteur de 147 millions de dollars par an. Pourquoi? Comment est-ce que cela se fait? Tout simplement parce que la longue procédure de règlement des différends entre le Brésil et les États-Unis sur l'élimination des programmes incriminés, sur l'élimination des subventions américaines au coton tel qu'il avait été ciblé, n'a pas abouti, mais a plutôt abouti à un accord. Un accord entre les États-Unis et le Brésil, où les premiers se sont engagés à ne pas utiliser leurs droits de rétorsion. Le Brésil a dit, nous, on n'utilisera pas les mesures de rétorsion commerciale qu'on est en droit d'utiliser contre vous, mais en contrepartie, vous vous engagez à nous verser une compensation à un institut de recherche brésilien sur le coton, et on ne touche pas finalement au fond du problème.